Salut Charlotte, Charlotte Balavoine, tu es membre du Conseil national du Parti communiste français et tu es responsable de la campagne Cuba et c'est pour cette raison que l'on t'accueille aujourd'hui donc sur la chaîne du Grand Soir puisqu'on est très intéressé évidemment par tout ce qui concerne l'île socialiste. Donc on va pouvoir parler avec toi de ce sujet. Donc je vais commencer d'abord en te demandant de nous expliquer un peu quelle est cette campagne, quel est son objectif et en quoi elle consiste si tu veux bien. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, on a lancé depuis le 39e congrès du PCF qui a eu lieu il y a 2 ans, on a un peu plus de 2 ans maintenant, on a lancé une nouvelle campagne de solidarité politique et matérielle avec Cuba. Et donc, ça fait suite au voyage que Fabien Roussel a pu effectuer à Cuba au préalable, où il a rencontré un certain nombre d'acteurs. Et ça fait surtout suite au fait que depuis des années maintenant, on a beaucoup de militants communistes qui sont engagés pour défendre la révolution cubaine et lutter contre le blocus, mais qui le sont de façon un peu éparse, soit à travers les différents mouvements de solidarité et associations de solidarité en France, soit à travers le syndicat, puisque la CGT est très impliquée dans cette campagne également, d'abord au niveau de certaines fédérations et puis aujourd'hui au niveau de la Confédération. Et donc du coup, nous, on a lancé cette campagne au dernier congrès avec deux piliers. La première, c'est la solidarité politique avec Cuba et avec son système, puisqu'on s'est rendu compte que non seulement la réalité cubaine était finalement pas suffisamment appropriée par les camarades, y compris du PCF, c'est-à-dire que beaucoup ignoraient l'impact du blocus d'un point de vue réel, mais également ignorent la façon dont fonctionne la société cubaine. Et c'est normal, puisque la propagande que l'on peut avoir en France et en Occident de façon générale est quand même très défavorable à Cuba, et y compris très mensongère sur la façon dont cette société elle fonctionne. Et puis l'autre volet, c'est plus spécifiquement sur la question du blocus, le fait qu'il a été renforcé ces dernières années. Il a été renforcé pendant la pandémie, il a été ensuite renforcé au dernier jour du mandat de Trump, et puis il a été maintenu en l'état pendant tout le mandat de Biden, et il a été encore renforcé récemment depuis le retour de Trump au pouvoir, avec toujours de la part des États-Unis le fait d'écrire noir sur blanc la raison pour laquelle ils mettent en place ce blocus, c'est-à-dire étouffer le peuple cubain, mettre fin au système socialiste et défendre les intérêts américains sur l'île. Et donc du coup, cette réalité-là qui est fort ignorée par la population française et de façon générale en Europe, peut-être à part en Espagne, est très ignorée par la population. On s'est dit que c'était extrêmement important de pouvoir l'expliquer et expliquer pourquoi, en dehors du fait que nous défendons Cuba, y compris parce qu'effectivement ça véhicule des idées et des valeurs socialistes de la société, eh bien de façon générale, les gens ont intérêt à lutter contre le blocus états-unien, parce qu'il porte atteinte non seulement au droit international, mais également à la souveraineté de notre pays, puisqu'il s'impose au niveau des politiques commerciales, au niveau des politiques diplomatiques que tous les pays du globe peuvent vouloir avoir avec Cuba. Donc du coup, essayer d'avoir ces deux piliers, donc déjà une appropriation au niveau des camarades de ce qu'est la réalité cubaine et de ce que subit le peuple cubain par rapport à l'impérialisme américain, avoir cette campagne politique au niveau de la population sur les questions du blocus et expliciter plus la réalité de Cuba et ce qu'on n'entend pas dans les médias, et jumeler ça avec une campagne de solidarité concrète, c'est-à-dire renouer avec une tradition qu'on avait perdue en réalité depuis des décennies maintenant, parce que le fait de collecter du matériel, et en l'occurrence, nous, on a décidé de cibler le matériel médical, eh bien, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas fait en tant que PCF depuis, je crois, les brigades de solidarité au Nicaragua. Donc là, ça remonte à vraiment longtemps, ça remonte aux années 70. Et donc, du coup, pour nous, c'était important, non pas pour se substituer aux associations de solidarité, hein, parce qu'on travaille main dans la main avec les différentes associations, mais aussi pour pouvoir permettre aux gens d'agir concrètement et montrer qu'on peut déboucher sur quelque chose de concret. Donc là, par exemple, on vient d'envoyer 65 mètres cubes de matériel médical à Cuba le 10 juillet dernier. Et on est en train de préparer les prochains containers, on est en train de préparer une grande collecte aussi à la fête de l'UMA et une collecte en ligne pour que les gens puissent participer. Mais en gros, c'est de dire, même si tu n'es pas militant, même si tu n'es pas engagé dans une organisation, même si tu n'as pas à ta disposition une entreprise multinationale et ses dividendes, eh bien, on peut quand même aider concrètement le peuple cubain. Et donc là, en l'occurrence, on a travaillé main dans la main avec du personnel médical, avec les associations de solidarité, hein, parce qu'il y a
beaucoup de matériel qui est parti en amont via des containers des associations de solidarité également. Et les associations de solidarité, quand elles ont rempli un container, qu'elles ont du matériel en surplus, elles vont nous faire appel à nous aussi pour pouvoir l'envoyer le plus rapidement possible et tout. Donc tout ça fonctionne quand même très bien main dans la main. Et en même temps, ça permet de sensibiliser les gens et de dire, bon, concrètement, il suffit pas de s'indigner, tu peux t'engager concrètement sur une action particulière. Et donc, les biens de première nécessité, les produits de première nécessité et le matériel médical qui est ce qu'on a ciblé aussi d'un point de vue un peu avec un objectif politique derrière, c'est que la coopération médicale de Cuba au niveau international, c'est un des grands acquis de la révolution. C'est aussi une des grandes preuves d'internationalisme du système socialiste cubain. Et ça touche y compris le secteur médical en France parce qu'il y a beaucoup de coopération médicale en réalité entre des médecins français et des médecins cubains. Il y a eu des délégations de médecins français à Cuba sur les avancées qu'ils ont pu faire, notamment en termes de vaccins contre le cancer ou de traitements contre le cancer, etc. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui touche, y compris au niveau du corps médical, et qui sont pour autant des personnels de façon globale qu'on ne va pas forcément solliciter dans notre parcours militant en dehors des organisations syndicales. Et donc du coup pour nous c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de ce type de personnel. C'est très large, hein, ça peut être des gens d'hôpitaux, de cliniques, mais également des pharmaciens, également des gens qui bossent dans le paramédical, etc. Et en fait ça marche beaucoup mieux, y compris que ce que l'on avait espéré depuis le début de la campagne. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place et à vraiment s'alimenter, mais parce qu'il y a eu la phase disons la phase pour les camarades de s'approprier la campagne avant de pouvoir la lancer vraiment d'un point de vue externe. Mais là, y compris, on est sollicité par des individuels ou y compris par des entreprises. Là, les lits qu'on a envoyés à Cuba, les lits médicaux qu'on a envoyés à Cuba le 10 juillet, c'est une entreprise qui détruisait un hôpital en région parisienne et qui nous a appelé en disant il reste encore du matériel qui est tout à fait utilisable. Est-ce que vous voulez qu'on vous le livre pour l'envoyer à Cuba? Donc c'est aussi quelque chose, je crois, qui touche largement beaucoup plus que les militants communistes ou en tout cas les sympathisants communistes que l'on peut avoir. Parce que du coup, si je comprends bien, tu disais que depuis les années 70, il n'y avait pas eu de brigade. C'est-à-dire que j'imagine qu'en fait, c'est que par la suite, c'était des associations d'amitié franco-cubaine, on va dire, qui faisaient ce travail-là. Mais disons que c'est la première fois qu'il y a un renouveau des brigades signées purement Parti communiste français. Alors les brigades en tant que telles, c'est-à-dire les délégations à l'étranger dans différents pays, ça on a continué à le faire. Et notamment à Cuba, on l'a fait, y compris ces dernières années. Moi, quand j'étais responsable international de la JC, on avait envoyé 105 jeunes communistes pour les 50 ans de la révolution cubaine, par exemple. Donc ça a continué à se faire. En revanche, jumeler les brigades, ce qui s'était passé au Nicaragua, c'est qu'on avait envoyé des camarades en délégation en brigade pour aller construire des infrastructures sur place. Et donc, du coup, on avait fait un travail de collecte en amont pour pouvoir envoyer du matériel sur place, pour pouvoir aider sur les infrastructures. Et ce travail-là, effectivement, c'est quelque chose qui a été beaucoup délégué aux organisations, aux associations, aux organisations de solidarité depuis lors. Donc Cuba Coopération, évidemment, puisque c'est l'organisation qui a été créée pour la coopération territoriale, notamment avec Cuba, mais aussi par d'autres associations, France-Cuba, Cubaci, et y compris Cuba Linda, avec des voyages touristiques, mais qui ramènent du matériel médical. Mais donc, du coup, c'est plutôt par ce biais-là que les choses ont été faites depuis. Et les choses ont été faites aussi comme ça parce que entre-temps, il y a eu effectivement un affaiblissement du PCF et depuis le début des années 2000, un affaiblissement non seulement structurel, mais idéologique aussi en termes de solidarité internationale. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on est en train de reconstruire ces dernières années. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit de Cuba, on est en train de réimpulser une dynamique qu'on avait perdue par manque de savoir-faire, mais aussi à un moment donné de notre histoire, malheureusement, par manque de volonté politique. Et selon toi, donc le travail de refaire de la pédagogie auprès des militants sur la question cubaine, est-ce que ça se confronte plus à une absence de connaissance totale ou alors il y a aussi l'obstacle de devoir revenir sur des informations fausses ou des choses qui sont complètement fausses véhiculées par les médias? Écoute, ce qui nous a assez surpris dans cette campagne, que ce soit au niveau interne du parti, mais aussi surtout au niveau externe, Mmh. c'est que finalement, quand on parle de Cuba au niveau de la population, eh bien, il n'y a pas forcément une mauvaise opinion.
en tout cas l'accueil que l'on reçoit à chaque fois qu'on a fait des distributions de tracts, y compris des débats publics ou des formations publiques, etc. Il y a des gens qui ont un vrai questionnement, mais par contre, il y a finalement plutôt une sympathie vis-à-vis de Cuba, aussi qui s'explique tout simplement aujourd'hui parce que l'impérialisme américain n'a jamais été aussi criant. Et donc du coup, le fait que les États-Unis agissent de façon totalement comme des cow-boys en dehors de tout cadre international, etc., ça n'a jamais été autant avéré qu'aujourd'hui. Donc du coup, ça, il n'y a plus besoin de le démontrer. Donc du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a plutôt une sympathie et surtout une sympathie lorsqu'on explique concrètement l'impact du blocus à Cuba. Et nous, ce que l'on dit, c'est que on n'a pas besoin de défendre le socialisme pour défendre le fait qu'il faut lever le blocus. En revanche, nous, évidemment, quand on mène la campagne pour Cuba, ce qu'on veut dire derrière, c'est qu'il existe un autre choix de société qui est possible. Et ce qu'a fait Cuba, c'est pas un modèle. Il s'agira pas pour nous de calquer ce qu'a fait la révolution cubaine en France parce que c'est pas les mêmes conditions ni historiques, ni économiques, ni sociales, ni culturelles. Mais en revanche, c'est de dire, en fait, c'est un peuple qui résiste à l'impérialisme américain et quand nous, par exemple, pendant la pandémie, on a été incapable de produire un seul vaccin, eux, ils en ont produit 5. Et ça n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits à un moment donné et qui sont dans une direction qui n'est pas celui des actionnaires, qui est celui d'aider la population. Et ça, je crois que c'est aussi des choses qui sont aujourd'hui un peu, qui sont assez faciles à argumenter en réalité. Et encore une fois, qui sont assez faciles. Ça ne veut pas dire que Cuba fait tout bien, qu'il n'y a pas eu d'erreurs qui ont été faites, etc. D'ailleurs, les Cubains le disent eux-mêmes. Mais par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, si on est un peu mal placé déjà pour donner des leçons de droits de l'homme au monde entier, vu ce qui se passe en France ces dernières années et en Occident de façon générale, mais en dehors de ça, eh bien, si vraiment il s'agissait aujourd'hui de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie libérale à Cuba, eh bien, laissons au système cubain toutes ses chances et voyons de quoi il est capable et voyons à ce niveau-là, en levant le blocus, si c'était finalement qu'un prétexte ou si c'était le cœur du problème, quoi. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de l'impact de ce blocus au niveau de la vie des gens là-bas? Oui, alors bon, déjà, c'est un blocus qui n'a jamais cessé d'exister depuis 1962 maintenant et qui a été renforcé à plusieurs reprises, pas à n'importe quel moment, au moment où Cuba était affaibli d'un point de vue économique et social. Ça a été renforcé dans les années 90 à la chute de l'Union soviétique. Ça a été ensuite renforcé à plusieurs reprises depuis, et notamment pendant la pandémie. Pourquoi ? Parce que l'objectif du blocus est inscrit noir sur blanc dans les différentes décrets de l'administration américaine ou dans les différentes lois de blocage économique, c'est un blocus qui a vocation à asphyxier le peuple cubain pour qu'il se révolte contre ses dirigeants. C'est écrit noir sur blanc par l'administration américaine. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation qui est peut-être pire encore que la période spéciale. La période spéciale, c'est la période depuis le début des années 90 à la chute de l'Union soviétique et qui a contribué au fait que l'économie du jour au lendemain, l'économie cubaine, s'est effondrée puisque évidemment, elle était fort liée au bloc socialiste et au fait que Cuba exportait la canne à sucre et que le bloc socialiste, eh bien, à l'époque, l'Union soviétique, ramenait un certain nombre de produits et de matériaux sur l'île. Et la monoculture de canne à sucre a d'ailleurs été un souci par la suite puisque ça a empêché l'île de pouvoir développer une véritable souveraineté alimentaire, par exemple, une diversification de la production, etc. Bon, depuis, eh bien, à la fin des années 90, l'île s'ouvre au tourisme et s'ouvre au tourisme de masse notamment, et ça devient le premier produit du pays, en réalité la première source économique du pays. Et là, le problème qu'on a, c'est que depuis la pandémie, évidemment, pas de tourisme pendant la pandémie. Suite à la pandémie, il y a une crise énergétique qui s'est déclarée. Avec la guerre en Ukraine, eh bien, la population russe qui fait partie de la première population touristique sur l'île, eh bien, ne va plus à Cuba. Et au niveau des différents autres pays, eh bien les gens voyagent beaucoup moins parce que le prix de l'énergie fait que les billets d'avion sont beaucoup plus chers. Et donc ça a généré une pénurie et une pénurie de produits essentiels. Donc c'est bien pour ça qu'à ce moment-là, Trump décide de renforcer encore le blocus, mais de manière dégueulasse. Pour donner un exemple, c'est que pendant la pandémie, Cuba arrive à faire 5 vaccins différents, mais n'a pas de seringues. Elle doit emporter ses seringues. Les États-Unis refusent que de livrer des seringues à Cuba, mais plus encore, les États-Unis décident à ce moment-là de pénaliser les entreprises européennes notamment, qui veulent commercer avec Cuba, c'est-à-dire de mettre en œuvre le titre 3 de la loi Helms-Burton,
qui est le caractère extraterritorial du blocus et qui fait qu'une entreprise un bateau qui va accoster à Cuba n'a plus le droit d'accoster sur les côtes américaines pendant plus de 6 mois après, par exemple. Mais une entreprise qui va commercialiser avec Cuba n'a plus le droit de commercialiser avec les États-Unis. Et en plus de ça, ce Ah, pardon, à particulat vie fait ou... pendant toute une période, donc en tout cas pendant toute la période des contrats où il y aura avec Cuba, voire après parce que les mesures sont en train d'être renforcées encore. Et l'autre chose, c'est que par contre, si une entreprise française, par exemple, décide de commercialiser des produits, mettons énergétiques avec Cuba pour rénover les centrales thermiques qu'il y a à Cuba qui sont aujourd'hui défaillantes et qui a contribué à avoir des coupures d'électricité totales de l'île pendant à plusieurs reprises et de façon récurrente. Si une entreprise française, exemple Alstom, qui était celle qui avait rénové les centrales thermiques à l'époque, veut commercialiser avec Cuba, eh bien aujourd'hui c'est impossible. Pourquoi? Parce que entre-temps Alstom a été racheté par General Electric, est devenue une compagnie américaine et de façon générale, même si c'était resté une compagnie française, s'il y avait plus de 10% des outils issus de l'industrie états-unienne, eh bien, ils n'auraient pas le droit de commercialiser à Cuba. Concrètement, ça veut dire que si on veut envoyer une voiture Renault, alors elles sont plus faites en France aujourd'hui, mais une voiture qui est faite en France à Cuba, mais qui a 10% de l'acier de cette voiture qui est en provenance des États-Unis, eh bien, on n'a pas le droit de l'envoyer à Cuba. Et donc ça, tu te rends compte que ça heurte y compris la solidarité qu'on peut faire, parce que envoyer y compris des produits à Cuba, ça nécessite de vérifier qu'il n'y a pas dans ces produits 10% de ces produits qui viennent des États-Unis. Et Pardon, donc parce que ça, ça concerne y compris des dons? normalement, ça concerne y compris des dons. Et donc du coup, si la douane vérifie au niveau des choses que l'on envoie, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'envoyer. Donc normalement, par exemple, l'insuline qui est faite aux États-Unis, on n'a pas le droit de l'envoyer à Cuba. Donc c'est pour le traitement contre le diabète, eh bien les Cubains n'ont pas accès au traitement contre le diabète comme l'insuline. Et donc du coup, ça demande beaucoup de travail. Et en plus de ça, depuis le dernier jour du mandat de Trump et encore plus depuis le décret du 30 juin dernier, eh bien ça renforce les conditions financières. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer de l'argent à Cuba. Depuis les derniers jours du premier mandat de Trump, tous les bureaux Western Union qui existent un peu partout dans le monde, ont été fermés. Et si un individuel essaie d'envoyer de l'argent à Cuba, il peut pas, par le transfert de banque. Si une association ou une entreprise veut envoyer de l'argent à Cuba, ils ne peuvent pas non plus parce que les banques qui ont commercé avec Cuba, ça a été le cas de la Société Générale, par exemple, ou de BNP Paribas, se sont vus attribuer des amendes colossales de la part des États-Unis et aujourd'hui, ils ne veulent plus prendre le risque. Mais en dehors de ça, même si toi, par exemple, tu vas faire un voyage touristique à Cuba, et que tu y vas avec des amis. Bon, vous partagez les frais sur place et tout ça, et puis en revenant, tu dois faire un virement à ton pote qui est en France, hein, Ouais. mais tu lui dois 300 balles. Si tu fais un virement de ton compte vers le sien en mettant quelque chose comme La Havane, Cuba ou vacances à Cuba, etc., non seulement le transfert va pas avoir lieu, mais tu risques de te faire bloquer ton compte. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur certains moi, une amie à moi qui a fait ça et qui a eu la bonne idée de faire un transfert après en mettant Cuba à son copain. Et donc, du coup, elle s'est fait convoquer par la banque. Elle a envoyé chier la banque en disant, mais c'est pas à vous de savoir, de me dire où je dois partir en vacances. Résultat, elle s'est fait bloquer son compte et le compte a été fermé. Attends, excuse-moi. Donc, si j'ai bien compris, on parle d'un virement d'un compte français à un autre compte français? Absolument. Alors là, en l'occurrence, d'un compte belge, un autre compte belge, mais c'est pareil. Ah, Donc, je on est savais pas. vraiment Ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est alors là c'est une banque particulière, c'était ING, mais tu fais la même chose avec BNP Paribas enfin voilà donc ou la Société Générale, tu vas avoir le même type de problème. Et donc aujourd'hui, il y a très peu de banques en réalité qui acceptent d'envoyer des sous à Cuba et donc de commercialiser avec Cuba. Il y a en gros une banque associative, je crois, qui est en Espagne et en réalité c'est la croix et la bannière. Et donc du coup, tu te rends compte que même pour la collecte de matériel, déjà bon, pour envoyer des fonds impossible, enfin extrêmement compliqué. Et pour la collecte, pour trouver ensuite des bateaux qui acceptent de faire escale à la Havane et qui acceptent de commercialiser avec la Havane en sachant que derrière, ils ne pourront plus commercialiser avec les États-Unis, il y a aussi très peu de compagnies en Europe qui acceptent de le faire. Et donc, du coup, nous, on est confrontés, là, quand on a envoyé le container, on a été confrontés au final, dans les devis, on n'a pas tant de choix que ça parce qu'il n'y a plus que 3 ou 4 compagnies au niveau européen qui acceptent de faire ça, quoi. Et est-ce que tu sais pourquoi celles-ci, elles acceptent? Pourquoi? Est-ce que c'est pour des raisons... Parce qu'ils
Bah, je pense que je pense qu'ils ont décidé de faire parce que en réalité, après, ils auront le droit d'accéder à l'Amérique latine, à tous les autres ports. C'est le problème, c'est les États-Unis. Et donc, du coup, pourquoi ils acceptent de le faire? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont intérêt à commercialiser avec Cuba à un moment donné et avoir, et notamment quand on voit des cargos aux Antilles, le fait de faire Cuba, enfin, c'est dans la logique des choses, quoi. T'es quand même dans la zone géographique qui est la même quand t'es dans les Antilles ou les Caraïbes. Et donc, du coup, bon, je pense qu'il y a des choix qui sont faits à un moment donné. Et puis, si c'est des compagnies qui après sont plutôt dirigées vers l'Europe ou l'Asie, c'est plus un problème. Par contre, et puis en plus, il y a ça, et puis aujourd'hui, on a la question de façon générale des droits de douane qui veulent être imposés par Donald Trump, qui fait que je pense que les livraisons vers les États-Unis vont peut-être un petit peu s'amoindrir. Donc pour un pays comme la France, c'est pas si important que ça parce que notre exportation vers les États-Unis concerne surtout les produits de luxe. Pour des autres pays type les Pays-Bas ou l'Allemagne qui ont beaucoup de leur industrie qui part aux États-Unis, eh bien ça va être beaucoup plus problématique évidemment quoi. Tout à l'heure, tu as dit, et j'étais étonné, que les Russes étaient les premiers touristes à Cuba, donc tout pays confondu? Alors, il y a les Canadiens qui sont aussi fort présents, mais qui, pareil, pour des questions énergétiques ces dernières années, depuis la pandémie, il y en a beaucoup moins. Cuba, c'était un petit peu comme pour nous la Tunisie pour les Canadiens pendant toute une D'accord. période, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et ça, c'est une exception culturelle, on va dire, pour les Canadiens depuis le début du blocus, parce que c'était une manière pour eux de montrer qu'ils n'étaient pas non plus de pieds et poings liés avec les États-Unis. Mais les Russes, oui, restent la première nationalité qui va en tourisme à Cuba, enfin qui allait du moins parce que aujourd'hui ça devient beaucoup plus compliqué. Après il y a le tourisme et puis il y a aussi les gens qui vont à Cuba notamment pour faire leurs études et donc là il y a beaucoup de latino-américains, il y a des africains et puis il y a aussi des états-uniens qui vont faire des études de médecine à Cuba parce que c'est inabordable dans leur pays et donc ça il y en a plusieurs centaines par an quand même. D'accord. Et si on rentre dans des choses plus personnelles, toi, Cuba, tu te souviens de ton premier voyage à Cuba? Quand est-ce que c'était? Oui, alors moi j'avais 11 ans. Et le premier voyage que j'ai fait à Cuba, et ben c'est là où je me suis dit quand je serai grande, je serai communiste. Alors du coup, donc ça a été un peu un voyage initiatique. Moi, je suis allée beaucoup de fois à Cuba. Mes parents sont des grands amis de Cuba depuis toujours. Et donc la première fois que j'y suis allée, c'était en 97 et c'était pas encore totalement ouvert au tourisme de masse. Donc du coup, Parce que du on coup, c'était avait la été période spéciale. c'était totalement la période spéciale et donc voilà. Et je me rappelle très bien, j'étais sur la place à Cienfuegos et là il y a un mec qui vendait des espèces d'énormes chips de maïs comme ils font en Amérique latine, sauf que moi je savais pas ce que c'était à l'époque évidemment. Et donc du coup je fais à ma mère mais c'est quoi ça et tout, elle m'a dit bah t'as qu'à aller lui demander. Et donc je suis allée demander au mec ce que c'était qu'il vendait et il m'a dit ah bah tiens je te l'offre, t'as qu'à goûter et tout. Et là je sais pas, j'ai eu un truc dans ma tête, je me suis dit mais en fait enfin, c'est pas vrai que les gens ils sont égoïstes, quoi. Ça dépend du système. Et là, je me suis dit, bah, quand je serai grande, je serai communiste. Donc moi, j'ai adhéré au PCF, bon, pour l'histoire du PCF évidemment, mais notamment pour les questions internationalistes et sur la révolution cubaine en particulier. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse que le parti se soit ressaisi de cette question-ci et qu'on mène une véritable campagne de solidarité, qu'elle soit autant appropriée par les camarades, quoi. Et sur tes différents voyages, donc tu disais que tu avais beaucoup voyagé à Cuba. Est-ce que tu as vu une évolution et si oui, comment tu la définirais? Oui, alors j'ai beaucoup d'évolutions. J'ai y compris vécu à Cuba pour mes études, moi, parce qu'à la base, je suis spécialisée sur les missions cubaines à l'étranger, donc éducation et santé en particulier, et sur les liens entre Cuba et le Venezuela. Moi, j'ai vu énormément de changements à Cuba, à la fois positifs et à la fois négatifs ces dernières années. Donc, je crois que l'ouverture au tourisme de masse a permis sur le côté positif, de sortir d'une situation de pénurie qui était celle de la période spéciale et qui était très compliquée parce qu'on parle comme un peu aujourd'hui de milliers de personnes qui ont dû quitter l'île pour des raisons économiques parce qu'on était dans une situation de pénurie extrêmement compliquée. Bon, et donc l'ouverture au tourisme, ça a permis de ramener de nouvelles richesses, ça a permis d'avoir un développement et ça a permis y compris de faire un certain nombre de réformes qui étaient nécessaires pour moderniser le système cubain. Là, le désavantage du tourisme de masse, mais qui va y compris avec
avec l'offensive idéologique menée par les États-Unis, c'est que ça a entraîné évidemment une désinformation, y compris jusque dans l'île. C'est-à-dire que évidemment qu'on est dans un pays qui est un pays du Sud, c'est-à-dire qui est Cuba, ça devrait être Haïti. S'il n'y avait pas eu la révolution cubaine, ça serait la même situation qu'Haïti, c'est-à-dire une des pires situations humanitaires au monde. Et parce que c'est un pays qui, comme Haïti, a subi le joug du colonialisme et de l'impérialisme et qui a été laissé dans les mains de la mafia et des gangs. Et bien Cuba, c'était ça avant la révolution, et c'était ça le scénario qui était préparé avec en plus les casinos qui ont été mis en place et qui devaient rester à Cuba à l'époque. Bon. Je pense que la façon dont ça a été géré nous a permis d'éviter ça, et ça a permis évidemment disons, le fait que Cuba puisse être considéré à l'égal des pays développés sur tout un tas de critères, notamment en termes de système de santé, de système d'éducation, voire même plus évolué que les pays développés ou les pays d'Europe occidentale, par exemple. Et donc, du coup, ces choix ont été faits qui a permis vraiment de sortir le pays du sous-développement. Le problème, c'est que le tourisme social, et bien le tourisme de masse, pardon, contrairement au tourisme social, c'est que quand t'es envahi à certains moments de l'année par des millions de touristes qui, de facto, ont un pouvoir d'achat qui est 10, 15, 20 fois supérieur au tien, et bien ça crée une vision du monde qui est que à l'extérieur de Cuba, tout va bien. Et finalement, moi, avec les acquis de la Révolution, c'est-à-dire les diplômes que je peux avoir en termes d'éducation notamment, etc., ou en termes de médecine pour beaucoup de médecins, finalement, ma vie serait plus simple dans un autre pays, puisque j'ai acquis les savoirs suffisants pour pouvoir être mieux dans un autre pays. Donc ça crée quand même une contradiction, je pense, et non pas au niveau des historiques de la Révolution qui ont vu l'avant-révolution, mais aujourd'hui, quand tu as une majorité de la population cubaine qui est née depuis la période spéciale, ou en tout cas après les années 80, et bien du coup ça crée quand même un certain nombre de questionnements à ça, plus une alimentation au niveau des réseaux sociaux de désinformation constante de la part des États-Unis, qui fait que ça crée beaucoup de débats idéologiques aussi au sein de l'île. Et puis en fait, moi quand je suis allée à Cuba, il n'y avait pas de petites entreprises privées. Donc tout le monde était fonctionnaire, si tu veux. Depuis les années 2004 environ, la moitié des années 2000, eh bien, du coup, il y a eu une autorisation des petites entreprises privées sur l'île, et qui a eu comme avantage le fait de ramener, la majorité des trucs qui se sont créés ont été créés pour les Cubains, en fait, des cafétérias, etc. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir accès à tout un tas de choses auxquelles tu n'avais pas accès au préalable, mais ça crée aussi des écarts de richesse et des écarts dans la société qui n'existaient pas au préalable. Et puis là, dernièrement, moi, dans les derniers voyages que j'ai pu faire, en fait, la situation est assez catastrophique. C'est-à-dire que tu as d'un côté une situation de pénurie qui est digne de la période spéciale, avec aujourd'hui la livreta, qui est en gros les tickets que tu avais, auxquels les Cubains sont extrêmement attachés, qui est en gros le minimum. Tu vas dans des magasins d'État et l'État te donne un minimum par mois de riz, d'œufs, de lait, etc., et qui te permet de subvenir à tes besoins et qui te permet d'avoir, si tu veux, un truc de base, et où après tu vas acheter ou tu te débrouilles pour trouver le reste. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir ça. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien sur la libreta. En revanche, les gens qui ont accès aux biens d'importation et aux produits d'importation qui viennent d'Espagne notamment, etc., aux conserves, donc qui sont beaucoup plus chers évidemment, eh bien eux vont pouvoir avoir accès aux trucs. Et donc ça crée des écarts de richesse qui n'existaient pas avant. Ça, plus les gens qui arrivent à avoir de la famille à l'extérieur, qui peuvent à un moment ou un autre venir leur donner des sous, leur envoyer du fric ou leur acheter des paniers et se démerder pour avoir accès à ça, et bien du coup ils vont être bien plus avantagés que des gens qui n'ont pas de famille à l'extérieur. Et donc du coup, moi ce qu'on a vu ces dernières années, et notamment depuis la pandémie, c'est une situation qui est véritablement très compliquée, et où là, moi de l'aveu même d'amis cubains qui sont très favorables au système, etc., ils me disent mais aujourd'hui c'est une question de survie de la révolution, ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est dépeindre les choses de façon un peu noire et dramatique, mais je pense que la situation elle est réelle. Par contre, il faut pas oublier qu'à côté de ça,
eh bien, la société cubaine réagit de façon un peu différente de nos sociétés ultra-individualistes qu'on peut avoir en Europe. Et donc, du coup, il y a une véritable solidarité qui s'est créée ces derniers mois et ces dernières années, notamment vis-à-vis des coupures d'électricité, des pénuries, etc. Mais ça reste, pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui à Cuba, c'est la situation énergétique de l'île qui est dramatique et qui fait que on revient sur des coupures d'électricité qui peuvent aller de 8 à 12 heures par jour parfois. Et donc ça, tu te rends compte que dans une société où, en gros, ce qui est privilégié, c'est le plan D, c'est-à-dire tu te débrouilles pour trouver des aliments, pour les stocker, pour pouvoir faire des sacs et tout, et bien tu peux plus rien stocker parce que en fait tous les produits que tu vas pouvoir avoir achetés, de la viande, etc. Quand tu as des coupures d'électricité de 12 heures, ils sont tous à foutre à la poubelle, quoi. Et donc ça crée vraiment, je crois, y compris un peu de désespoir parfois, etc. Et donc du coup, il y a une société qui réagit de façon plutôt solidaire, avec des choses qui se mettent en place, etc. Mais je pense que la solidarité, elle n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui, et à la fois évidemment pour apporter ce qu'on peut à Cuba, mais ça sera pas suffisant. Et les Cubains, ils demandent pas la charité, hein, ils demandent la solidarité, c'est quelque chose qui est différent, mais aussi pour expliquer justement l'impact du blocus et pour pousser nos gouvernements à agir, parce qu'on peut agir contre le blocus. Enfin, la France pourrait mettre en place les lois anti-coercition qui existent depuis la deuxième moitié des années 90, et pourrait les mettre en place contre les entreprises américaines. C'est ce qui est en train d'être discuté aussi à l'échelle européenne aujourd'hui, de mettre en place des mesures anti-coercition. Bon, ça peut être mis en place pour dire non, en fait, les États-Unis n'ont pas à toucher aux entreprises françaises, et c'est pas à eux de décider quelle doit être notre politique commerciale. Et je pense que pour moi, c'est une des seules solutions qui permettra de sortir par le haut de la crise, avec, en plus de ça, une solidarité internationale qui s'exprime notamment par rapport aux pays des BRICS, qui est quand même assez forte, puisque je parlais de la Russie tout à l'heure. La Russie a décidé d'investir 3 milliards à Cuba pour pouvoir justement rénover les centrales thermiques, Quand, par pardon? exemple. Quand est-ce qu'ils ont décidé ça? Donc ça a été décidé en fin d'année 2024, en décembre 2024, je crois que ça a été annoncé. En tout cas, il y a quelques mois, mais ils ont décidé qu'ils investiraient à Cuba. Bon. Donc la question c'est sur quelle durée, enfin comment ça va s'échelonner, les choses vont se préparer, mais en tout cas il y a cette volonté là qui est faite, et puis aussi la solidarité d'un certain nombre de pays d'Amérique latine, même si aujourd'hui la situation d'Amérique latine de façon globale est fragile notamment par rapport aux sanctions qui ont été mises en place par les États-Unis, par rapport à la politique des États-Unis en Amérique latine. Est-ce que tu penses au Venezuela? Je pense principalement au Venezuela, parce que la situation de pénurie que je décris à Cuba, elle est aussi valable au Venezuela. Enfin, l'impact des sanctions dans le pays est quand même gravissime. Et donc ça fait que la base de l'accord de l'ALBA, à la base, qui était en gros le Venezuela livre du pétrole, en échange de quoi les Cubains vont envoyer des brigades de médecins ou d'éducateurs dans les différents pays. Eh bien, cette base-là, elle est aujourd'hui extrêmement affaiblie. Elle n'est pas inexistante, mais elle est extrêmement affaiblie parce qu'il y a des problèmes économiques au Venezuela, et notamment au niveau des compagnies pétrolières, et au niveau de la situation économique en général. Et donc du coup ça crée aussi. Tu veux dire que le Venezuela, donc il continue à livrer du pétrole, mais enfin dans des quantités beaucoup moindres Absolument. Il y a qu'auparavant? beaucoup moins de pétrole. Voilà, et ça fait partie des problèmes énergétiques qu'il y a sur l'île aussi, quoi. Et est-ce que tu sais quel rôle joue ou non la Chine? Oui, alors la Chine a des très bons rapports avec Cuba d'un point de vue commercial, mais les Chinois font du commerce avec Cuba. Et donc du coup, il n'y a pas. Alors là, j'ai vu passer le fait qu'il y avait eu une solidarité d'une des associations chinoises vis-à-vis de Cuba, qui sont envoyés un certain nombre de matériel, etc. Mais le gouvernement chinois en tant que tel, ou l'État chinois en tant que tel, commerce avec Cuba. Mais il n'y a pas de cadeaux qui sont faits, hein. C'est vraiment du commerce. Ouais, ça enfin, moi, je veux pas rentrer sur ce débat-là, mais parce qu'en plus, la Chine, je sais que c'est quelque chose d'assez perméable, ou pardon, imperméable de notre point de vue, pour comprendre un peu pourquoi il n'y a pas de solidarité politique plus active de la part de la Chine, puisqu'après tout, c'est le Parti communiste également. Mais bon, comme je t'ai dit, on va pas rentrer sur ce sujet-là, sauf si tu as quelque chose à dire sur ça. Bah, bon, sans rentrer sur le système chinois, où en plus ça n'est pas ma spécialité, mais il y a quand même une caractéristique, hein, c'est que les Chinois, y compris dans les investissements qu'ils font à l'étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, il y a toujours une stratégie de non-ingérence politique, contrairement à ce qui peut être fait par d'autres puissances. Et donc du coup, je crois que peut-être que cette non-ingérence politique,
elle s'applique aussi en partie à Cuba. Je ne crois pas que Cuba soit un enjeu géopolitique pour les Chinois, pour le dire autrement. Et d'ailleurs, historiquement, il y a beaucoup de liens de fraternité, hein, et il y a un soutien politique qui est fait de la Chine à Cuba, mais ceci dit, historiquement, y compris, il y a plus de liens entre Cuba et le Vietnam, par exemple, qu'entre Cuba et la Chine, Hmm. sur les différentes choses qui ont pu être menées, et y compris en termes de ce qui est importé, je ne pourrais pas te dire exactement, mais il y a aussi beaucoup de commerce entre le Vietnam et Cuba. Et aujourd'hui, le Vietnam est aussi affaibli par les différentes mesures de Trump à l'échelle internationale. Donc, du coup, tout ça n'aide pas forcément tout, quoi. En quelle année était ton dernier voyage là-bas? L'année passée, on a envoyé, donc en 2024, on est parti à 4 pour le 1er mai. Donc une délégation du PCF. Et d'habitude, le 1er mai, il y a des délégations syndicales qui vont à Cuba, enfin de la CGT qui vont à Cuba, notamment les énergéticiens qu'on a rencontrés sur place, donc la FNME CGT. Et puis, il y avait un groupe de Cuba Linda qui était aussi en même temps sur place avec pas mal de camarades du parti à l'intérieur. Mais nous, on y allait à la demande du Parti communiste cubain à ce moment-là pour justement faire un point à la fois sur la campagne qu'on est en train de mener et travailler concrètement sur la suite. Et donc, la suite étant ce qu'on a discuté pendant ce voyage, c'était notamment la question de la coopération territoriale, parce que ça fait partie des autres phases qu'on veut lancer et qu'on est en train de lancer actuellement au niveau de la campagne. C'est comment on se saisit de la campagne des municipales pour dire concrètement, là où on a des élus et où on est en majorité, eh bien, on peut mener des projets de coopération entre nos villes et les différentes régions à Cuba, etc. Et donc, on a traduit 65 projets de coopération. Et donc ces projets de coopération qui sont divisés un peu partout dans l'île. C'est dommage, j'ai pas ramené le fascicule, mais je pourrais te l'envoyer par la suite si tu veux. Et donc du coup, qui vont de 6 mois à 5 ans, qui sont budgétisés et qui permettent en gros de faire des actions locales très concrètes. Donc ça peut aller de la construction d'un puits à rénover tout le système de canalisation par exemple. Et donc du coup, en même temps, qui permettent de budgétiser des choses qui coûtent pas des centaines de milliers d'euros. Et donc ça, c'est aussi donner un peu du grain à moudre à nos camarades pour dire en fait faire de la solidarité concrète, ça nécessite pas forcément d'être riche, ça nécessite d'être organisé, de pouvoir budgétiser les choses et d'être très concret, où en même temps on peut voir du coup l'aboutissement des projets qu'on mène. Et donc ça, on est en train de le diffuser. C'est aussi quelque chose qui intéresse en dehors de nos localités à nous, qui peuvent intéresser des organisations syndicales, par exemple, ou qui peuvent intéresser des associations qui veulent s'investir sur tel ou tel projet. Et donc, du coup, ça fait partie des choses qu'on est en train d'avancer. Évidemment, sur la question de la coopération territoriale en tant que telle, c'est-à-dire entre villes ou régions, etc., on peut s'appuyer sur toute l'expertise de Cuba Coopération qui, à la base, a été créée pour ça. Donc là, encore une fois, il ne s'agit pas de faire concurrence, mais de travailler main dans la main et d'avancer là-dessus ensemble. Et l'autre chose, c'est que à la fête de l'UMA, on va ratifier officiellement un accord de partenariat politique entre le Parti communiste cubain et le Parti communiste français. Donc ça, on va le ratifier le vendredi midi. Donc on invitera, avant que la fête commence, à l'ensemble des participants, mais qui est déjà ouverte aux militants. Et donc du coup, l'objectif, c'est avec la délégation cubaine de marquer le coup et de pouvoir avancer concrètement sur de la coopération, c'est-à-dire échange de bonnes pratiques, y compris des formations. Donc sur les questions de formation, de politique de cadre, y compris sur des questions économiques, mais aussi sur des questions sur quelle société on veut, par exemple, sur comment on lutte contre l'impérialisme américain, etc., etc. Et en même temps pouvoir déployer cette expertise et cette coopération, on va dire un peu plus structurelle entre nos organisations, aussi à l'échelle locale. On a demandé à faire rajouter que le fait qu'on puisse avoir des accords de coopération entre différentes fédérations du parti en France, par exemple, et différentes régions ou organisations locales du parti à Cuba. Donc, avoir ces échanges-là et tout. Et actuellement, on a aussi une délégation de la jeunesse communiste qui est à Cuba avec une vingtaine de camarades. Ouais, j'ai vu ça Et en ce moment-là, non? voilà, exactement en ce moment. Ils sont partis il y a 2 jours, je crois. Je sais plus s'ils sont partis le 6 ou le 8 août, mais ils viennent de partir. Et donc, avec notamment le secrétaire général, Hassan, qui est à Cuba actuellement. Et donc ça, c'était aussi un des objectifs qu'on a fait le voyage avec Fabien et ensuite qu'on est retourné à Cuba en 2024 avec la responsable inter de l'AJC à l'époque, Babette, et bien, qui est toujours responsable inter d'ailleurs, c'était de pouvoir envoyer une délégation de l'AJC, donc de renouer avec ces voyages de solidarité à Cuba. Et donc là, c'est en train d'être fait aussi. Donc Alors, tout ça, c'est en train d'être travaillé en parallèle. est-ce que je me trompe ou parce que j'ai vu là sur les réseaux donc le voyage en question, ils sont accompagnés de d'autres JC européennes, non? Ou j'ai vu les JC espagnols avec eux, je sais pas s'ils sont ensemble, parce que j'ai l'impression que la brigade
portent le même nom? Alors, ils sont pas. Je crois qu'il y a différentes brigades qui vont en même temps et qui se rejoignent à des moments donnés. Et donc, du coup, effectivement, tu as les jeunes communistes espagnols qui y sont aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir des moments d'échange en commun. Et après, juste avant ça, tu as eu aussi les brigades de l'ICAP. Donc l'Institut cubain d'amitié entre les peuples, qui Mmh. sont partis un peu avant, qui sont partis tout début, non, pas tout début août, en juillet, eux, qui sont partis en juillet parce qu'on a un camarade de la CGT qui est aussi dedans. Et donc, du coup, là, c'est plutôt des individuels qui décident et d'autres organisations aussi qui décident de se greffer via les brigades de l'ICAP. Mais là, les jeunes communistes, effectivement, je pense qu'ils sont en même temps que la JC. Donc, peut-être, je pense pas qu'il y ait une réunion de la FMJD qui est prévue en même temps. Mais en tout cas, ils doivent se rejoindre, je pense, à un moment donné. D'accord, donc c'est un hasard que je les ai vus sur je pensais que c'était vraiment une brigade presque, de type, multinationale, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient le même c'est la brigade Fidel Castro, n'est-ce pas? Le nom de la Alors, je ne saurais pas te dire, hein, parce que pour le coup, j'ai fait des formations pour la JC, mais je les ai laissés se débrouiller avec leur voyage. Donc du coup, voilà. Mais en d'accord. tout cas, il y aura forcément des moments de rencontre, c'est sûr. Très bien. Bah, écoutez, déjà, j'invite tous ceux qui nous écoutent donc à se rendre à la fête de l'UMA et puis donc à se rapprocher donc des activités, des initiatives qui vont être faites. Donc j'imagine surtout dans des villes ou des municipalités communistes où le PCF est présent, j'imagine. Euh, Est-ce que toi-même, tu as Oui, quelque chose à ajouter pour ceux qui voudraient filer un coup de main? oui, alors du coup, c'est très simple, c'est que on a une page internet qui est dédiée à la campagne Cuba. Et donc du coup, si tu tapes Cuba PCF sur Google, tu la retrouves facilement. Là, tu peux t'inscrire à la newsletter, tu peux voir les différents articles qui ont été faits également sur la campagne Cuba. Et encore une fois, la fête de l'UMA, mais pas que, ça sera le moment de collecte de matériel médical. Donc à la fête de l'UMA spécifiquement, on demande aux individuels de ramener des antidouleurs, donc paracétamol, ibuprofène, etc., des boîtes évidemment complètes et non périmées. Et donc ça sera collecté dans un certain nombre de stands du parti à la fête de l'UMA. Et puis après, s'il y a du matériel médical un peu plus grand, là on est en train de récupérer d'ailleurs, ça a dû arriver hier. Non, ça arrive la semaine prochaine. Un cabinet de dentiste qu'on récupère au complet. Eh bien, ça peut être amené directement à Colonel Fabien. Il faut voir les heures d'ouverture évidemment, mais en tout cas, ça peut être collecté là ou auprès des fédérations du parti les plus proches qui ensuite nous appelleront pour pouvoir ramener le matériel le plus proche possible. Et puis encore une fois, faut pas hésiter. Il y a tous les contacts sur la page Cuba PCF, etc. À nous envoyer des informations, à nous dire s'il y a des demandes ou des interrogations et tout, et on est là pour y répondre, quoi. Super. Charlotte, merci. Ben, merci à toi À bientôt. et merci au grand soir du coup. À bientôt.